ce webinaire. On va très bientôt commencer. Alors, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay et automatiquement, vous allez recevoir le support de présentation, ce qui vous permettra de retrouver les 7 stratégies pour faire évoluer votre ARPU. C'est mon sujet du jour. Il y a plein de choses assez pragmatiques à mettre en place que je vous ai préparées. Alors, c'est un cycle de formation en fait de webinaires on est déjà au 4e webinaire. On en a un prochain sur le pricing, sur comment construire son pricing SaaS de A à Z. Donc, ça vous permettra d'avoir une vision complète sur les problématiques à la fois de pricing, d'analyse de KPI, de business, de développement de son business grâce au pricing. Tout ça, en fait, ça vient beaucoup de mon expérience et je vais essayer de vous illustrer ce webinaire avec des choses qu'on a fait précédemment sur Spread, sur mon ancienne startup, et aussi sur celle d'avant qui s'appelle 42 Store. Et voilà. Alors, je vous propose de commencer gentiment. On a un petit rappel dès le début. Alors, l'idée, c'est de travailler sur l'ARPU. Alors, on a ARPU, ARPA. ARPU, c'est Average Revenue Per User. ARPA, c'est Per Account. Alors, quand on est dans un SaaS B2B, c'est par account qu'on calcule ça. Par user, en fait, c'est plus une notion d'indicateur B2C. Pour moi, je fusionne les deux. Vraiment faire une différence entre les deux, c'est assez rarement un sujet pour une boîte SaaS. Donc, moi, je calcule en fait que des ARPA, par account, par société facturée. Alors, c'est un KPI qui est, je vais dire, tout bête à calculer, mais en fait, rien n'est jamais bête parce qu'il y a toujours le diable se niche dans les détails. Donc, c'est le total de votre MRR. Donc, ça, en général, on arrive à le trouver assez facilement puisque c'est la somme de la partie récurrente de ce qu'on facture à des clients mensuellement, rapporté mensuellement, divisé par le nombre de clients. Et là, le nombre de clients, des fois, c'est un peu sujet à discussion. Donc, savoir qu'est-ce qu'un client, ça fait vraiment partie des bases quand on calcule ces KPI, de poser une vraie définition sur quand est-ce que un contact devient client et quand est-ce qu'il arrête de devenir client, quand est-ce qu'il n'est plus client. Bon, ça c'est juste pour repositionner le sujet. Donc l'ARPU, en fait, ça représente l'ensemble de la facturation qu'on va avoir sur un client, revenu récurrent. Donc quelqu'un qui a un gros client devrait avoir un gros ARPU normalement. Et un des grands jeux, c'est d'aligner la problématique de la facturation avec le montant de l'abonnement qui est facturé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. Soit je répondrai tout de suite, soit je répondrai à la fin. Donc, franchement, n'hésitez pas. L'objectif, c'est d'être interactif. Sinon, autant regarder une vidéo sur YouTube. Hein, ce serait la même chose. Le webinaire, l'idée, c'est qu'on est live. Alors, cette stratégie opérationnelle. Alors, des stratégies, c'est vraiment des choses à mettre en place. Et là, opérationnel, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite. Et puis surtout, je vais essayer de vous aider à voir comment faire la priorité dans tout ça. Parce qu'on ne peut pas lancer 7 trucs en même temps, c'est pas possible. Et je vous propose de regarder le framework ICE, ICEE, enfin, comme vous voulez. C'est un framework qui permet de faire le tri et de donner des priorités dans ces plans d'action. Ça vient un peu du product management. Et puis, on va commencer par ça parce que avant de lister les 7 choses qu'on va pouvoir faire pour améliorer notre ARPU, on va d'abord se familiariser avec ce framework pour juste permettre de noter au fur et à mesure et puis de construire un peu les priorités sur l'ensemble de ce qu'on fait. Alors, le framework ICE, en fait, ICE, c'est 3 initiales. La première initiale, c'est impact. La deuxième initiale, c'est confiance, confidence en anglais. Et le troisième, c'est ease, donc c'est la facilité. Donc, on va mettre une note, on va mettre 3 notes, en fait, sur chacun des projets que l'on veut mener.
Et ça fonctionne vraiment pour tout et n'importe quoi. Typiquement, en product management, c'est ce qu'on utilise pour prioriser ce qu'on appelle le backlog, c'est l'ensemble des développements que l'on veut faire sur une plateforme. On peut jamais tout faire et on va essayer de donner des priorités par rapport à ça. Alors, on va faire un score final qui va être la somme, il y a d'autres façons de calculer, mais la somme de ces quatre éléments. Donc l'impact, c'est quelle est la part. Je vous ai mis des questions à chaque fois pour un peu vous donner une idée pour orienter votre note, parce qu'on ne se trompe pas sur le sujet. Donc, quelle est la part des clients qui vont être touchés et quel bénéfice cela va-t-il apporter? Donc, il y a une dimension comme ça, une dimension comme ça, si on veut. Dans ce côté-là, on a combien de clients vont être touchés? 5%, 10%, 100% des clients vont être touchés par ça. Donc, toucher, ça veut dire tirer un bénéfice. Et après, la valeur du bénéfice dans l'autre sens. Donc, potentiellement, ça peut vous donner un carré plus ou moins grand et on va donner une note de 0 à 10 par rapport à tout ça. Ensuite, la confiance. Est-ce qu'on est sûr que ce qu'on va faire va délivrer des bénéfices et est-ce qu'on est sûr d'y arriver? Donc ça, c'est vraiment des choses hyper importantes. Des fois, quand on fait, par exemple, typiquement, on fait de la R&D, de la recherche, la recherche, on n'est jamais sûr d'y arriver. Alors, plus ou moins en fait, hein, mais voilà. Et puis de l'autre côté, il y a des choses où on est sûr que ça va donner un résultat. Il y a pas de débat là-dessus. Vous allez voir tout à l'heure, ça va vous donner un peu des exemples par rapport à ça. Et puis la facilité, la facilité, c'est un peu combien de temps ça prend et quel budget ça consomme. Voilà. En gros, c'est un peu ça. C'est l'énergie que l'on va mettre dedans. Et vous allez voir, ça va vous permettre du coup d'avoir une analyse qui va être un petit peu plus précise que une espèce de gros tas de fonctionnalités. Alors là, je vous ai mis un petit exemple avec 3 projets. Après, on va en avoir 7. Mais déjà 7, on ne peut pas tous les faire en même temps. Il faut commencer à réfléchir par quoi on va commencer. Donc, imaginons, voilà, on a un projet A qui va toucher qu'une toute petite partie de nos clients. Donc, on va mettre 1 sur 10. On a un projet B où ça va toucher la moitié de nos clients. Et puis, en plus, il y a un bénéfice intéressant, un projet C, où on va toucher 100% de nos clients, ou alors ça va apporter un très, très gros bénéfice. À l'inverse, la confiance, le projet A, lui, on est sûr d'y arriver. Il n'y a absolument aucun problème. On est absolument sûr d'y arriver. Le projet B, lui, c'est un petit peu moins. Donc, on peut mettre 5. Et le C, on est assez confiant, on va dire. Et puis après, la facilité. Alors, le plus facile, c'est le projet B. Et puis après, les autres, c'est à peu près pareil de 7 à 6. Et puis du coup, voilà, ça nous donne un score. Alors là, on est à 21, 20, 18. Alors, on voit clairement que le projet A, il est dans les choux par rapport aux autres. Donc, autant ne pas y aller tout de suite. C'est pas la priorité. Et puis après, les 2 autres projets, donc on a 20, 21, on peut dire qu'on est quand même très, très proche sur ça. Et là, je veux dire qu'il y a un peu un choix stratégique. Si on veut un quick win, par exemple, on va prendre là où la facilité est le maximum. Et puis, si on veut quelque chose qui a un peu plus d'impact, là, on a un peu plus de temps, on a plus de ressources disponibles, on va plutôt faire le projet C. Voilà une première approche sur ce qu'on peut faire en termes de priorisation. Alors, première stratégie qu'on va pouvoir mettre en place pour développer l'Art+, c'est montrer les fonctionnalités supérieures dans l'interface. Alors, souvent, on a plusieurs plans d'abonnement et en fait, l'idée, c'est que on puisse très facilement donner envie aux utilisateurs actuels de passer sur le plan supérieur. En général, on répartit les plans avec des fonctionnalités. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les utilisateurs aient envie d'utiliser des fonctionnalités. Donc, l'idée, c'est que la fonctionnalité soit présente, mais en fait, la personne va voir l'utiliser et on va lui dire, non, pour ça, il faut que vous ayez le plan supérieur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de super important parce que ça montre la puissance de l'outil. Et nous, avant, dans ma précédente startup, chez Spread, on avait souvent des
des gens qui ne connaissaient pas les fonctionnalités. Alors déjà, il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est pas toujours facile. Là, il y a un vrai sujet de communication. Mais voilà, donc de montrer les fonctionnalités, c'est très très important et de donner envie de les utiliser aussi. Alors, ensuite, j'avais oublié que je l'ai noté au fur et à mesure, parce que c'était quand même l'objectif de vous montrer le framework ICE. Alors, on va dire que ça peut avoir un impact plus ou moins important. En fait, ça va être assez variable de vos fonctionnalités. La confiance dans le résultat, c'est jamais direct. Donc, est-ce qu'on va arriver à bien les vendre? C'est pas facile. Et la facilité de mise en œuvre, en général, il faut quand même pas mal modifier son outil pour pouvoir montrer les fonctionnalités alors qu'elles ne sont pas actives. Il y a quelque chose d'assez fin en termes de gestion à mettre en place. On va faire la synthèse de tout ça derrière et on mettra le score final derrière. Deuxième élément, créer de la viralité. Alors là, on est sur la deuxième dimension de l'abonnement. Souvent, les abonnements, il y a plusieurs dimensions pour le faire évoluer. Il y a toujours une dimension fonctionnalité. Donc, plus on va avoir de fonctionnalités, plus on va payer cher. Et il y a une notion de volume. Typiquement, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, combien d'utilisateurs vous avez sur la plateforme. Et là, l'idée de ce deuxième point, c'est de travailler sur le développement du nombre des utilisateurs. Et là, en fait, il n'y a pas le choix, il faut impliquer de plus en plus d'utilisateurs, il faut faire participer les utilisateurs. Donc, il faut qu'il y ait des fonctionnalités pour inviter les utilisateurs, il faut qu'il y ait des fonctionnalités de collaboration. Quand les gens ont besoin de travailler ensemble sur un sujet, ils vont être en collaboration. Et par exemple, un truc qui serait complètement idiot, c'est que les gens fassent des copies d'écran de votre outil pour les montrer à leurs collègues, par exemple. Là, non, il faut que vous ayez des fonctionnalités qui permettent de faire en sorte de faire évoluer les utilisateurs vers ce deuxième élément et facturer automatiquement de nouveaux utilisateurs. Alors, sur ça, en fait, l'impact, il est clairement plus important. Parce que, en gros, quasiment tous vos utilisateurs, tous vos clients ont des potentiels d'utilisateurs supplémentaires. Ça peut être des fonctionnalités un petit peu plus border, mais c'est des sujets. Par exemple, moi, dans le Churn Hero, je calcule des KPI SaaS pour des entreprises de logiciels. Et en fait, il y a plein de personnes qui peuvent être impliquées autour de ces KPI. On a bien sûr tous les associés, on a les investisseurs, on a tout ce qui est VP, Head of, responsable, par exemple responsable marketing, commercial, le CFO. Tout ça, c'est des gens qui ont intérêt à avoir une vision sur les KPI et à comprendre tout ça. Donc là, il y a plein de potentiel autour de tout ça. La confiance, ça, on est à peu près sûr que ça va développer du volume, il y a pas de souci. La facilité, c'est autre chose parce que pour le coup, il va vraiment falloir développer des nouvelles fonctionnalités, donc ça va pas être facile. On va mettre en place des fonctionnalités de collaboration, on va mettre en place de nouvelles interfaces pour faciliter l'invitation, etc., des choses comme ça. Troisième point. Alors là, on sort sur autre chose, mais quelque chose qui est ultra important, c'est développer l'usage. Et pour développer l'usage, bien, en fait, il n'y a pas le choix. C'est un boulot de CSM. Il va falloir développer la formation de l'utilisateur. Il y a plusieurs phases dans la formation. Il y a la phase d'onboarding tout de suite quand on commence. Donc celle-là, elle est vraiment essentiel parce que c'est là où les clients, les utilisateurs vont mettre en place les premiers niveaux d'utilisation, mettre en place mettre en place votre outil dans leur process. Donc ça, c'est ultra important. Mais après, il y a une notion de développement des volumes d'utilisation parce que plus votre client va utiliser votre solution, plus il va soit impacter la notion de volume dans votre facturation, mais il va aussi développer sa maturité par rapport à votre usage. Et typiquement, quand le client va être mature, il va passer du plan A au plan B, typiquement de l'abonnement standard à l'abonnement premium, par exemple. Et pour ça, il a vraiment besoin d'être un power user. Et pour être un power user, il n'y a pas le choix. À un moment, il va falloir le former. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'impact, on est à peu près sûr que l'impact va être performant. Ça va toucher tous les utilisateurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'on va être suffisamment bon pour que l'impact soit effectif? Bah, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mettre en place de la formation, c'est pas simple. Et en plus, c'est très chronophage. Clairement, c'est très chronophage. Il faut pas mal de temps pour mettre en place un accompagnement, du CSM. Il faut des gens dédiés, tout ça. Là, même 6, je pense que j'aurais pu baisser un petit peu la note. Quatrième idée, faire tester les plans supérieurs. Alors là, il y a plein de mécaniques assez marrantes par rapport à ça. Souvent d'ailleurs, alors il y a deux moments, hein. Il y a le avant-vente et le après-vente. Donc avant-vente, on a souvent une période d'essai quand on est en libre service ou pas d'ailleurs. On peut avoir aussi une période d'essai, même si c'est plus courant quand on est en libre service. Et si on a plusieurs plans, la stratégie assez communément appliquée aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un essaye un outil, on lui fait essayer directement l'abonnement supérieur. Celui qui a le plus de fonctionnalités. Alors, il y a tout le temps une limite un petit peu à l'outil, c'est qu'il faut quand même que ce soit assez simple à mettre en œuvre. Mais voilà, ça, c'est souvent ce qui se passe. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai essayé Crisp. Crisp, qui est un outil qui permet de faire du support en fait, au travers d'un chat, au travers de la gestion centralisée d'emails. Enfin, voilà, ils font vraiment plein de choses sur le support. Ils sont un peu concurrents à Front, j'ai perdu leur nom. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'en ai un autre qui s'appelle User Voice, mais c'est encore un autre concurrent. Bon, bref. Du coup, chez eux, on teste le niveau supérieur. Ils ont vraiment pas mal de plans. Ils en ont au moins 4. Et évidemment, on va de multiplier par 5. Le plus cher, c'est en gros 5 fois le moins cher. De tête, c'est un peu ça l'ordre de grandeur. Et il nous fait tester directement le plus cher. Et du coup, on a accès à 100% des fonctionnalités, à tout. Et il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir envie de travailler. Puis du coup, l'intérêt, c'est que quand on va vouloir s'abonner, on va être directement sur le plan le plus élevé par rapport à ce qu'on a utilisé. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne se limite pas et puis on prend goût à tout ça. Deuxième moment où on peut utiliser cette astuce, c'est quand on va travailler sur de l'upsell de clients. Et à un moment, quand on lui propose une fonctionnalité, le deuxième point que je vous ai dit où on donnait de la visibilité aux fonctionnalités, eh bien quand on donne de la visibilité aux fonctionnalités, on peut leur proposer de tester gratuitement. Typiquement. Alors ça, c'est une vieille méthode aussi des opérateurs télécoms pour vous faire upseller. Ils vous proposent des gigas en plus gratuitement pendant 1 mois ou 2. Et puis au bout de 2 mois, vous êtes facturé par rapport à ça. Donc ça, c'est bien évidemment quand on en a vraiment besoin, c'est clair et c'est net et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en ICE? L'impact, on ne sait pas trop. Déjà, si c'est que sur les nouveaux, ça va toucher principalement les nouveaux. Et deuxièmement, ça va toucher ceux qui ont envie de tester des nouvelles fonctionnalités. Donc, on n'est pas sur un impact maximum. La confiance, c'est moyen. La facilité, c'est pas forcément compliqué. Pour le coup, c'est pas forcément compliqué de mettre une période d'essai directement sur le plan le plus important. C'est assez facile. 5e stratégie, répartir les fonctionnalités dans le plan d'abonnement. Alors ça, c'est un gros sujet. C'est quelque chose d'assez complexe. Et on pourrait en faire un webinaire en entier parce que le sujet de la répartition des fonctionnalités, c'est de faire payer les gens qui sont des gros utilisateurs le montant qui correspond et pas les faire payer sur le premier montant. Ou les gens qui en tirent le plus de valeur. Parce qu'en fait, la volumétrie d'utilisation n'est pas dépendante de la valeur des livres. Pour eux, ça peut être hyper important et pour d'autres, ça peut être assez faible. Tout bêtement, je vais vous donner par exemple, vous faites un outil de landing page qui permet de faire de la génération de leads. Si ça permet d'avoir un lead par semaine, pour certains, ça va être peu, pour d'autres, ça va être beaucoup. En fait, ça va dépendre de ce que c'est ce lead. Ça va dépendre de la valeur potentielle de ce lead, ça va dépendre de vos taux de conversion. Ça peut être un lead à 1 million, ça peut être un lead à 1 euro. Donc, la valeur n'est pas du tout la même. Donc, comment est-ce que vous faites pour que celui qui en tire une valeur à 1 million puisse vous donner
je sais pas, au moins 1 000 € par mois, quoi. Enfin, ce serait vraiment le minimum, quoi. Et voilà, donc ça, c'est le sujet. Donc là-dessus, il y a de vrais travail sur comment est-ce qu'on répartit les fonctionnalités, comment est-ce qu'on met tout ça en place. Il faut vraiment identifier la valeur délivrée. Pour ça, quelques petites astuces. La valeur délivrée, c'est très différent des fonctionnalités. On parle d'output et d'outcome. Les outputs, c'est la fonctionnalité. Les outcomes, c'est le résultat obtenu. Donc ça, c'est dans des méthodologies de product management encore, qui sont job to be done, et puis derrière tout ce qui est méthodologie de product management. La première chose à faire, c'est discuter avec les utilisateurs, avec des questions plutôt ouvertes, pour aller comprendre qu'est-ce qu'il obtient comme résultat, qu'est-ce qu'il tire comme valeur. Est-ce qu'il génère des leads à 1 million d'euros? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est étudier les usages. Donc là, on est sur des volumétries d'usage dans votre outil. Parce que il y a une question de valeur du lead, il y a une question de nombre de leads. Et en fait, pour tous les outils, on va trouver un peu la même façon de faire. Bon, puis il y a une possibilité de tester en mettant ce qu'on appelle des fake doors, c'est-à-dire qu'on fait tester aux gens les fonctionnalités. Bon, c'est une petite pratique de product management pour tester si les gens ils ont envie ou pas d'utiliser les fonctionnalités. Alors, ce que ça donne dans notre score ICE, donc la répartition des fonctionnalités dans le plan d'abonnement, donc l'impact, il va être sur les nouveaux clients et éventuellement sur les clients existants si vous leur appliquez les plans, mais ça ne va pas être forcément facile de les faire bouger. Par contre, c'est sûr que ça a un impact, ça c'est évident, ça a un impact, ça fonctionne, c'est un sujet clé. Et c'est pas facile, par contre, c'est pas très facile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup de boulot pour travailler tout ça. Et puis changer un modèle de pricing, c'est pas toujours facile. Alors, je vous ai parlé de faire évoluer le modèle de pricing, mais une autre façon assez facile de faire évoluer l'ARPU, c'est d'augmenter ses prix. Et là, il y a 2 axes, augmenter les prix pour les nouveaux clients et augmenter les prix pour les anciens clients. Alors, chez Spread, mon ancienne startup, on avait fait l'augmentation des prix pour les nouveaux clients plusieurs fois. On a bien dû faire évoluer une dizaine de fois le prix, donc au moins 4 ou 5 fois de façon vraiment significative. Et là, il y a le plus de marge, en fait. Quelque chose qui est important, c'est que les clients n'achètent pas un prix. Vous n'êtes pas en train de vendre de l'électricité, où toute l'électricité, c'est la même partout. Vous êtes en train de vendre un produit qui va être différent de la concurrence, qui ne va pas être le même. D'ailleurs, on n'est pas toujours en concurrence quand on est en train de vendre un logiciel. Peut-être une fois sur 2 seulement. Donc là, il y a une vraie question sur OK, jusqu'où je peux faire évoluer le prix. Il y a une petite méthode à San Francisco, c'est quand tu testes, en fait, tu doubles ton prix à chaque fois et jusqu'à ce que tu n'arrives plus à vendre. Et quand tu n'arrives plus à vendre, tu réduis de 25%. Et puis normalement, là, tu es à peu près sur le bon prix. Et puis globalement, le bon prix, c'est quand on n'est pas à l'aise avec, quand notre argument n'est pas vous savez, on n'est pas cher, hein, donc c'est pas un bon argument. Et de toute façon, c'est pas l'argument qui fait que les clients ils signent chez eux. Qu'est-ce que ça va donner? Un impact, c'est sûr qu'il y a un impact si vous le faites à la fois sur les anciens clients et sur les nouveaux clients. J'ai oublié de vous parler de la migration des anciens clients, c'est vraiment un sujet. Donc l'impact est fort, la confiance est fort et la facilité en soi, c'est pas si dur que ça. Juste augmenter le prix, c'est pas difficile. Si vous ne changez pas la répartition des fonctionnalités, il y a pas de problématique. Vous avez forcément une marge de manœuvre par rapport à ça. Et ça, vous pouvez le tester tout de suite. Vous changez sur votre site le prix et ça y est, quoi. Ça démarre. Par contre, alors j'ai oublié de vous parler de changer. J'ai parlé de prix, changer de prix sur les nouveaux clients, changer de prix sur les anciens clients. Chez Spread, on n'a pas eu cette démarche-là.
on faisait ce qu'on appelle de la clause du grand-parent, c'est-à-dire qu'il est rentré à un prix, il reste sur ce prix-là. On arrivait à les faire évoluer un peu au fur et à mesure quand ils voulaient des nouvelles fonctionnalités, parce que les nouvelles fonctionnalités n'étaient pas dans les anciens abonnements, donc ça bloque un petit peu l'évolution, puis ça tente les utilisateurs, mais c'est faire, hein, il n'y a pas de problème. Il a signé pour un produit avec certaines fonctionnalités, on ne lui donne pas les nouvelles fonctionnalités s'il ne paye pas plus cher. Mais par contre, faire évoluer les autres clients, il y a un vrai sujet. Les clients existants, il y a un vrai sujet. Maintenant, la tendance, elle est à l'évolution. Nous, on était des utilisateurs de Front, et Front a fait évoluer les pricing très, très régulièrement, à la hausse, toujours. Ça ne nous a jamais coûté moins cher. Et là, bah, en fait, on perd des clients quand on force les clients à augmenter. Mais au final, est-ce que avoir moins de clients mais qui payent plus, c'est pas une bonne idée? C'est certainement une bonne idée et j'ai vu plusieurs études sur le sujet où on avait des retours. Intéressant. Septième, alors bon là, c'est mathématique en fait, c'est bêtement mathématique. L'ARPU, c'est la moyenne de tous vos clients. Et ben, si vous perdez ou si vous résiliez vous-même, parce qu'en fait, vous pouvez le faire, vous pouvez résilier des petits clients qui sont pas très rentables, et ben, ça peut être une bonne façon d'avoir de plus jolis KPI et de mieux travailler sur le sujet. D'ailleurs, globalement, dans l'histoire d'un SaaS, c'est aussi ce qui nous est arrivé autant sur 42 Store que sur Turnero. Je vais parler de 42 Store pour changer. Sur 42 Store, au début, on faisait une plateforme de e-commerce à destination des auto-entrepreneurs. Il s'est avéré que les auto-entrepreneurs n'étaient pas un marché. Ils ne peuvent pas payer, il n'y a aucune logique à payer pour eux. Donc, on a très vite abandonné et on est parti sur d'autres marchés. Et en fait, au fur et à mesure, on a pris des clients de plus en plus gros. Ça veut dire qu'on a laissé tomber les petits clients et on est parti sur des clients plus gros. Et du coup, on a évidemment une rentabilité qui est bien meilleure parce qu'une fois qu'on va avoir amorti les coûts d'acquisition, les marges, les frais de structure, tout ça, il faut qu'il en reste suffisamment. Donc, il faut qu'on facture suffisamment aux utilisateurs, à moins d'arriver à avoir une stratégie de volume. Mais les stratégies de volume, globalement, c'est assez compliqué à mettre en place. Et en France, le marché, finalement, n'est pas très, très grand. Alors, l'impact, il n'est pas énorme, en fait, parce qu'on va, même si on perd 10% des clients existants, ça ne va pas nous faire exploser notre ARPU. Par contre, c'est très facile à faire, là, il n'y a pas de problème. Et ça marche vraiment. On est sûr d'avoir un impact. Donc voilà, on a nos 7 stratégies pour faire évoluer l'ARPU. Du coup, comment on va les prioriser? Parce que ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, on va reprendre notre framework ICE. Là, on a nos 7 fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est de regarder si on est bien d'accord sur la partie impact. Par exemple, si l'impact est correctement identifié. Est-ce que celui-là, c'est vraiment le plus fort? Est-ce que ça, c'est ce qui touche le plus et qui aura le plus de résultats? Ouais, probablement. Est-ce que celui-là, c'est celui qui aura le moins? Ouais, ça paraît logique. Donc, ceux qui auront le moins d'impact, ça va être résilier les clients, tester des plans supérieurs. C'est vrai qu'on n'est pas forcément très, très fiable dessus. Ensuite, c'est montrer les fonctionnalités et la répartition des fonctionnalités sur les plans. OK. Et après, ce qu'on a trouvé plutôt pas mal. Donc, bon, pour moi, là, comme ça me paraît cohérent. Ensuite, la confiance que l'on a dans la réalisation de ces fonctionnalités, dans l'impact, est-ce que ça va être délivré ou pas correctement? Donc, premièrement, ça va être augmenter ses prix. Ouais, là-dessus, on est d'accord. Créer de la viralité, former les utilisateurs, donc développer l'usage et mettre plus d'utilisateurs. Ouais, je suis d'accord, ça c'est... Pardon, je ne suis pas sur le bon truc. Non. Donc, augmenter ses prix, on est OK. Ensuite, on va avoir la confiance, fonctionnalité dans les plans. Ouais, ça, c'est sûr, ça marche. Et créer de la viralité, c'est sûr aussi. Et puis après, montrer les fonctionnalités, on est moins sûr. Et après, qu'est-ce qui est facile ou pas?
Résilier les petits, c'est facile. Augmenter les prix de façon brute, c'est facile. Faire tester les plans supérieurs, c'est facile. Montrer les fonctionnalités, créer de la viralité, c'est plutôt difficile. Former les utilisateurs, d'ailleurs, je devrais le baisser parce que pour moi, c'est plus difficile que ça. Et donc, du coup, on a un score. Et là, c'est intéressant parce que tout de suite, on va avoir des choses qui vont apparaître. Donc, première chose à faire, travailler sur le client. Ensuite, on va avoir créé de la viralité et travailler sur les fonctionnalités dans le plan et former les utilisateurs. Alors après, là, on a trois stratégies qui sont assez proches, 17, 18, 18. C'est vraiment très, très proche. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément la même personne chez vous qui va s'en occuper. Donc, du coup, vous pouvez peut-être les lancer en parallèle. Travailler sur le sujet. C'est peut-être des sujets qui sont à long terme, qui vont se découper en tâches. Quand on parle de former les utilisateurs, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc là-dessus, on peut travailler en tâches et découper en sous-projets. Alors donc voilà un peu une idée de comment vous allez pouvoir travailler sur votre ARPU. Mais ce qui est important en fait, c'est que ce scoring, c'est un scoring d'exemple. La vérité, c'est pas celle que je vous ai donnée. Donc n'utilisez pas cette priorisation pour vous. Refaites-vous votre priorisation, réfléchissez sur comment vous voulez mettre en place tout ça, parce que le sujet, il est bien de comparer l'ensemble, de voir si c'est cohérent, de bien mesurer, de bien s'imprégner de cette notion d'impact, donc de résultats obtenus, de facilité, de budget, de moyens mis en place et de confiance dans l'atteinte de l'objectif, dans le fait qu'on soit capable de délivrer et que ça va vraiment délivrer de la valeur. Et là, vous allez avoir votre score à vous. Et du coup, bah, ça va vous permettre d'aller plus loin et de choisir les stratégies qui vont être en place pour vous. Alors, il y a peut-être encore d'autres stratégies pour développer son ARPU. Il y a certainement des sous-stratégies par rapport à tout ça, des choses qui vont être un petit peu plus ponctuelles. Mais c'est intéressant et ça vous donne déjà un petit cadre de ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. On n'a pas... je ne vois pas de petites questions. Vous pouvez dans le chat poser des questions. N'hésitez pas, mais j'ai peut-être été assez clair sur le sujet. Tant mieux si vous avez été jusqu'au bout par rapport à tout ça. Alors, hop, je voulais juste vous proposer donc de tester Churniro. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site. Dans sa version française, vous allez pouvoir créer un compte, regarder comment ça fonctionne et vous faire accompagner éventuellement, si nécessaire, sur la connexion. Et puis, je propose aussi du service sur tout ça, notamment sur les problématiques de pricing. Si vous avez des soucis sur votre pricing, sur vos KPI, sur la mise en place de vos KPI, sur l'analyse des KPI, on a une offre particulière par rapport à tout ça. Voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit message sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, par email. Et puis, vous allez recevoir la presse et le replay aussi, si vous avez envie de le montrer à d'autres personnes. Et bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut.